Vous avez jusqu'à ce soir pour comprendre, murmurai-je, sans que personne ne m'entende. Mes enfants étaient installés dans mon salon comme des invités chez eux, souriants, attentifs, penchés vers ma belle-fille, comme si chaque mot qui tombait de ses lèvres était une vérité qu'il fallait approuver. Je les observais, assise dans mon vieux fauteuil près de la fenêtre, et je sentais quelque chose de très précis se mettre en place en moi. Ce n'était plus la colère brute ni la tristesse qui m'avaient accompagnée pendant des mois, c'était autre chose, une décision. Je regardais ce salon qui avait été le cœur de ma vie pendant 40 ans. Le tapis un peu élimé, acheté avec Jacques dans une petite boutique du 11e arrondissement, la bibliothèque pleine de romans que je n'avais pas encore tous relus, le bahut où dormait la vaisselle de fête et les verres hérités de ma mère, au mur, des photos jaunies de vacances à la Baule, d'anniversaires autour de gâteaux maison, de Noël avec des mandarines sur la table et des papiers cadeaux partout. Et au milieu de tout cela, j'avais l'impression d'être devenue transparente. Ma belle-fille, Claire, parlait avec ce ton assuré qu'elle avait adopté depuis quelque temps. Elle tenait une tasse de thé comme si c'était un micro, et ses mains accompagnaient chacun de ses propos. Elle expliquait à mon fils Julien et à ma fille Anne qu'il serait plus simple de regrouper certains comptes, que le notaire de ses parents avait parlé d'optimisation, que la maison de campagne en Bourgogne pouvait être mieux gérée, que la banque proposait des solutions modernes. Moderne, c'était un mot qu'elle aimait beaucoup. Moderne voulait dire sans moi. Julien acquiesça, sans discuter. Mon fils, que j'avais vu trembler le jour de son bac, sourire bêtement à la naissance de son premier enfant, me tournait à moitié le dos pour mieux écouter Claire. Anne, elle, suivait la conversation en fronçant légèrement les sourcils, mais chaque fois que je faisais mine d'ouvrir la bouche, Claire se glissait dans l'espace et reprenait la parole, habilement, avec une petite phrase qui coupait court, toujours polie, toujours avec ce sourire de façade. Je sentais ma gorge se serrer. Pendant des années, j'avais cru qu'en restant raisonnable, en évitant les conflits, j'assurais la paix de la famille. J'avais encaissé des remarques, des oublis, des décisions prises sans moi, en me répétant que l'essentiel, c'était que mes enfants soient heureux. Mais ce soir-là, je compris que ces concessions avaient un prix et que je n'étais pas la seule à le payer. Ma place disparaissait, une petite pièce de puzzle après l'autre. Vous avez jusqu'à ce soir pour comprendre, avais-je dit. Ce n'était pas une menace adressée à eux, c'était un ultimatum que je me lançais à moi-même. Je me levai avec lenteur pour aller chercher du café dans la cuisine. Mes mains connaissaient chaque tiroir, chaque tasse, chaque geste. La cafetière italienne chauffait sur le gaz, le parfum du café moulu flottait dans l'air, et pendant que l'eau montait, ma mémoire descendait plus loin que ce simple repas de famille. Je revoyais Julien et Anne enfant courant dans ce même couloir, se chamaillant pour la dernière part de tarte aux pommes, fuyant mon regard quand ils avaient mal rangé leur cartable, les piles de linge à plier, les casseroles de pot-au-feu qui mijotaient pendant que je vérifiais leurs devoirs, les soirs où je rentrais de mon travail à la caisse du supermarché, les pieds en feu mais le cœur fier de pouvoir leur acheter une glace au coin de la rue. Jacques et moi n'avions jamais roulé sur l'or. Nous avions roulé sur les tickets de métro, les promotions, les petites économies. Notre richesse, c'était ce toit au-dessus de nos têtes et ces deux enfants que nous avions portés à bout de bras jusqu'à leur vie d'adulte. Je déposai les tasses sur un plateau, pris le sucre dans la boîte en fer décorée de tournesol et retournai au salon. Ma belle-fille parlait maintenant de la maison de Bourgogne, la maison de Jacques, notre refuge, notre folie, achetée un été après 15 ans d'économie, dans un village où le clocher sonnait midi comme on respirait. Elle décrivait les travaux à faire, les locations possibles, des mots comme rentabilité et charges revenaient souvent. On parlait chiffres. On ne disait pas une seule fois le mot souvenir. Je posai le plateau sur la table basse. Personne ne s'interrompit. Julien prit sa tasse sans même me regarder. Anne marmonna un merci absent. Claire me gratifia d'un sourire automatique et reprit sa phrase. J'ai eu soudain l'impression qu'ils étaient chez elle, que j'étais venue les visiter et non l'inverse. Je me rassise et laissai leur voix s'éloigner légèrement, comme si j'éteignais le son d'une télé. Je voyais leurs lèvres bouger, les mains de Claire dessiner des courbes dans l'air, la tête de Julien bouger en cadence. J'entendais des mots, mais je n'écoutais plus. À la place, je repensais à Jacques.
Nous avions toujours tout décidé ensemble. La banque, les travaux, les vacances. Quand il avait pris sa retraite, il s'était mis en tête de mettre tous les papiers en ordre. Il disait qu'il ne voulait pas que je sois obligée de courir partout avec des dossiers sous le bras si jamais il lui arrivait quelque chose. Il avait passé des semaines à la table de la salle d'à manger, un stylo à la main, une loupe à côté, à relire les contrats, à classer les factures dans des pochettes en plastique, à faire des petites annotations en marge. Il avait pris rendez-vous avec notre notaire, maître Laurent, un homme aux cheveux blancs et à lunettes rondes, pour rédiger un testament et quelques dispositions simples. Quand Jacques est mort, j'avais l'impression d'étouffer dans le vide qu'il avait laissé. Mais les papiers, eux, étaient clairs. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Le café était tiède quand mes enfants prirent enfin congé. Il était presque 20 heures. Ils avaient des choses à faire, des trains à prendre, des enfants à récupérer chez des amis. Je les embrassai chacun sur la joue, sentis leur peau effleurer la mienne, mais cette simple chaleur ne suffisit pas à effacer la distance que je percevais. Dans le couloir, Claire me dit avec douceur que je ne devais pas m'inquiéter de tous ces papiers, que c'était compliqué, que leur génération avait l'habitude, qu'ils s'en occupaient pour moi. Pour toi, avait-elle insisté. Pour ton bien. J'ai hoché la tête en silence. La porte se referma derrière eux. J'entendis le bruit de leurs pas dans les escaliers, leur voix qui s'éloignait, puis plus rien. Je restai un moment appuyé contre la porte, la main encore posée sur le loquet. L'appartement tout à coup sembla plus grand et plus vide. Le tic-tac de l'horloge dans la cuisine me parut plus fort. Je remis le verrou, traversai le couloir et allai m'asseoir à la table de la salle d'à manger, celle où Jacques avait trié tant de paperasses. « Vous avez jusqu'à ce soir pour comprendre », me répétais-je intérieurement. Ce soir commençait maintenant. Je pris une grande inspiration, me levai et allai chercher l'escabeau dans le placard à balai. Il faisait longtemps que je n'étais pas montée dessus. Je le plaçai devant la bibliothèque du salon et entrepris de nettoyer la poussière du haut, un endroit que je négligeais souvent. Mes doigts rencontrèrent un objet coincé derrière un gros dictionnaire, un cadre photo. C'était une vieille photo en noir et blanc de notre mariage à la mairie du 20e arrondissement. Jacques avec sa cravate un peu de travers, moi avec mon voile mal fixé. Je souris malgré moi. Derrière le cadre, mon doigt rencontra autre chose, un papier épais, une enveloppe. Je descendis de l'escabeau avec précaution, m'assis sur le canapé et observai l'enveloppe. Elle était légèrement jaunie, fermée avec un peu de scotch, et sur le devant je reconnus la lettre de Jacques, son écriture penchée, régulière. Il n'avait pas écrit mon prénom, juste 2 mots, pour plus tard. Je restai un long moment à la regarder. Plus tard était arrivé depuis quelques années déjà, et pourtant je n'avais jamais vu cette enveloppe. Ou alors je l'avais oubliée, éclipsée par le chagrin et les démarches administratives. Cette fois je ne détournai pas les yeux. Je glissai un doigt sous le scotch, ouvris l'enveloppe et en sortis une feuille pliée en 2 ainsi que plusieurs photocopies. La lettre était courte mais précise. Jacques rappelait les grandes lignes de ce qu'il avait déjà organisé avec le notaire. Il expliquait que le appartement de Paris devait rester mon domicile, qu'aucune décision importante ne devait être prise sans mon accord explicite. Il parlait de la maison en Bourgogne, achetée à nos 2 noms, qui serait toujours à disposition des enfants pour les vacances, mais dont la gestion devrait respecter ma volonté tant que je vivrais. Il ajoutait quelques phrases sur les comptes, la manière dont les signatures devraient être apposées, les précautions à prendre pour éviter justement ce genre de dérive, où quelqu'un déciderait à ma place sous prétexte de modernité. Je sentis une bouffée de reconnaissance pour cet homme qui n'était plus là et qui pourtant pensait encore à me protéger. Puis, je regardai les photocopies. Il y avait là une ancienne version de l'acte de propriété de la maison en Bourgogne, puis une plus récente que je ne me souvenais pas avoir signée. Mon nom y apparaissait, suivi d'une signature qui ressemblait à la mienne. En apparence, je sentis mes doigts se crisper. Il manquait à cette signature une petite inflexion de mon R que je faisais depuis adolescente, une habitude minuscule qui ne disparaissait jamais. Je posai les photocopies à côté, fis le tour de la table, ouvris un tiroir où je savais que se trouvait mon vieux passeport et quelques lettres signées. J'en sortis un document officiel, comparai les dos tracés. Le doute n'avait plus de place. Une chose était nette. Quelqu'un s'était permis de signer à ma place. Je me versai un verre d'eau, bus lentement.
Je n'étais pas surprise, curieusement. C'était comme si une intuition lointaine avait enfin reçu un visage net. Je n'ai pas envie de m'effondrer ni de hurler. Je ressentis presque un soulagement froid. La douleur, lorsqu'elle passe par la preuve, cesse de tourner en rond. Elle pointe une direction. Je ne voulais pas affronter tout cela seule. J'avais porté assez de choses seule. Le lendemain matin, j'enfilai mon manteau, pris la fameuse enveloppe et sortis dans la cage d'escalier. Au 3e étage, une porte s'ouvrit au moment où je passais. C'était Lucette, ma voisine depuis 30 ans, qui sortait son sac de courses. « Tu descends au marché ?» me demanda-t-elle. « Pas tout de suite, répondis-je. J'aurais besoin de te parler. Tu as 5 minutes ?» Elle m'invita chez elle, me fit asseoir à sa table recouverte d'une toile cirée à motif de petits fruits rouges, mit le café à couler dans une cafetière qui sentait le brûler et me regardait avec cette curiosité un peu inquiète des gens qui ont vu vieillir vos enfants. Je posai l'enveloppe devant moi et commençai à raconter. Je parlais longtemps. Elle m'écouta sans m'interrompre, hochant parfois, lâchant parfois un soupir ou un jurant discret. Lorsque je lui tendis les photocopies, elle mit ses lunettes, plissa les yeux, approcha le papier de la lumière. « Ça, ce n'est pas ta signature, dit-elle enfin. « Je sais, répondis-je, et j'ai peur de savoir ce que ça veut dire exactement. » Son fils, Hugo, travaillait dans une étude notariale du quartier. Il proposa de lui montrer les documents. J'acceptais. L'idée de faire entrer quelqu'un qui connaissait la loi me rassurait. Lucette appela Hugo à son bureau, lui expliqua en quelques mots, puis lui demanda s'il pouvait nous recevoir le lendemain à la pause déjeuner. Le jour suivant, je me retrouvai assise dans un petit bureau encombré de dossiers colorés. Hugo, en chemise claire et cravate un peu de travers, prit les photocopies avec sérieux. Il les posa devant lui, compara, vérifia les dates, les tampons, les signatures. « La différence de tracé est nette, me dit-il. Il faudra un expert pour confirmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de choses dans ce dossier ne correspondent pas à ce que votre mari avait prévu. On dirait qu'on a profité de votre confiance. » Le mot « profiter » resta suspendu dans l'air. Il me piqua un instant comme une écharde, puis je l'acceptai. C'était cela. Oui, on avait profité de ma confiance, de ma fatigue, de mon âge aussi, soyons honnêtes. Hugo me conseilla une avocate avec qui l'étude travaillait souvent, une femme sérieuse, spécialisée en droit de la famille et en succession. Le surlendemain, j'étais assise en face d'elle dans un autre bureau, plus lumineux, avec une grande plante verte sur le côté et un tableau représentant une plage bretonne. Elle s'appelait Maître Delorme, avait des yeux d'un bleu très clair et une manière de parler simple malgré des sujets complexes. Je lui racontais tout, depuis l'arrivée de Claire dans notre famille jusqu'à la lettre de Jacques, en passant par les repas où je me sentais peu à peu réduite au rôle de spectatrice. Elle prenait des notes, me posait des questions précises, me demandait des dates, des noms. Lorsqu'elle eut tout entendu, elle resta un moment silencieuse. « Vous n'êtes ni folle, ni paranoïaque, » dit-elle enfin. « Il y a au moins un problème de transparence grave, et il est possible que certaines signatures soient contestables. Nous allons demander toutes les pièces officielles au notaire qui a enregistré ces actes, ainsi qu'à la banque. Tant que nous n'aurons tout sous les yeux, je ne vous promets rien. Mais il y a des éléments qui jouent en votre faveur. Le testament, la lettre de votre mari, votre âge au moment des signatures supposées. On ne nous balaie pas tout cela sous le tapis aussi facilement. » Je sentis mes épaules se détendre légèrement. Ce n'était pas une solution magique, c'était un chemin. Un chemin qui passait par des lettres recommandées, des demandes de copies, des rendez-vous, tout ce que j'avais essayé d'éviter depuis des années en me disant que ce serait trop lourd. Mais je n'étais plus prête à me laisser porter par le courant. Nous avons établi un plan. D'abord rassembler toutes les preuves écrites, celles de Jacques et celles des actes contestés, puis demander officiellement un rendez-vous de médiation familiale auprès d'un service municipal. Paris en était plein nid. Il y avait des maisons de justice, des espaces de rencontres, des lieux où des médiateurs formés aidaient les familles à s'écouter sans s'étrangler. L'idée n'était pas de traîner tout le monde au tribunal, pas encore. L'idée était de confronter les versions, les documents sur la table, en présence d'une tierce personne neutre. Je rentrais chez moi ce soir-là, avec un dossier sous le bras et une fatigue différente. Une fatigue active. Je passais par la boulangerie acheter une baguette bien cuite, échanger quelques banalités avec la boulangère, puis remonter les 4 étages. Dans l'escalier, j'entendais la télé de Lucette, le bruit de couverts chez le couple du 2e,
une enfant qui râlait parce qu'elle devait prendre son bain. La vie continuait, indifférente à mes drames. Cela me calma. Les semaines suivantes furent remplies de papiers et d'attentes. Les copies notariées arrivèrent, les relevés de banque aussi. Maître Delorme les analysait et m'appelait régulièrement pour me tenir au courant. Il y avait des virements étranges, des réunions à la banque auxquelles je n'avais jamais été conviée, des clauses ajoutées ici ou là qui modifiaient subtilement la gestion de mon patrimoine. Rien de spectaculaire, pourtant tout dessinait une direction nette. On me contournait, on m'effaçait en douceur. Lorsque toutes les pièces furent réunies, Maître Delorme envoya un courrier à Julien et Anne pour leur proposer une rencontre dans un cadre de médiation familiale, en expliquant qu'il s'agissait de clarifier la situation, pas de lancer une guerre. Elle les rassurait sur le fait que personne ne les accusait, eux, de quoi que ce soit. L'éventuelle responsabilité juridique se situait ailleurs. Mais il était essentiel qu'ils entendent tout cela avec des documents sous les yeux. La date fut fixée. Un jeudi après-midi dans un centre de médiation rattaché à la mairie du 11e arrondissement. Un endroit que je ne connaissais pas, mais dont j'avais souvent entendu parler. Il s'agissait d'une grande pièce claire, avec des chaises disposées en cercle, une table au milieu, des carafes d'eau, des dossiers. Sur les murs, des affiches parlaient de dialogue, de respect, de paroles partagées. Je me sentais à la fois à ma place et un peu étrangère. Moi, dans un dispositif officiel pour régler un problème de famille. Jacques aurait sans doute plaisanté en disant que nous faisions les choses en grand. Le jour venu, je me levai tôt. Je pris le temps de choisir mes vêtements, un pantalon sombre, une chemise blanche réparée, un gilet tricoté. Pas question de me déguiser en quelqu'un que je n'étais pas, mais je voulais me sentir digne. Dans la glace, je remarquais les rides au coin de mes yeux, les cheveux blancs que je n'avais jamais voulu teindre. Je me souris. Je n'étais plus la jeune femme de la photo de mariage, mais j'étais toujours celle qui avait tenu cette famille debout pendant des décennies. Maître Delorme m'attendait devant le centre. Elle me serra la main avec chaleur. La médiatrice arriva. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux attachés, voix douce. Elle s'appelait Hélène. Elle nous expliqua le déroulement de la séance. Chacun aurait la parole. On écouterait sans couper. Le but était de comprendre, pas de désigner un coupable en criant. Sa manière de parler me rappela certaines institutrices d'autrefois, celles qui savaient calmer une classe entière d'un simple regard. Julien entra la première. En retard de 5 minutes, tout essoufflé, il m'embrassa et évita un peu mon regard. Anne arriva juste après lui, plus silencieuse. Claire finit par franchir la porte, en manteau chic, le sac à main serré contre elle. Elle me salua, avec sa gentillesse habituelle. Personne ne s'embrassa, cette fois. Il y avait quelque chose de trop fragile dans l'air. Nous nous installâmes autour de la table. La médiatrice commença par rappeler les règles. Respect, écoute, confidentialité. Puis elle invita Maître Delorme à présenter les documents qui posaient problème. L'avocate parla calmement, posant devant nous la lettre de Jacques, les anciens actes, les nouveaux. Elle lut à haute voix les phrases où Jacques exprimait sa volonté claire de me protéger, de me laisser la maîtrise des décisions tant que j'étais là pour les prendre, et elle souligna les incohérences entre ses volontés et ce qui avait été fait ensuite. Le visage de Julien se ferma un peu plus à chaque phrase. Anne serrait ses mains sur ses genoux. Claire gardait un masque attentif, légèrement crispé. Quand vint le moment de parler des signatures douteuses, Hugo entra par visioconférence. Son visage apparut sur un écran posé au bout de la table. Il expliqua les différences techniques, les traits de stylo, la manière dont une signature authentique se reconnaît à certains détails. Il ne pointa personne du doigt. Il se contenta de dire que, selon lui, cette signature-là ne pouvait pas être la mienne. La médiatrice se tourna vers moi, me demanda si je souhaitais m'exprimer. J'aurais pu tout laisser sortir comme un torrent. Je choisis un ruisseau. Je racontais ma vie dans cet appartement, la rencontre avec Jacques, nos sacrifices pour l'acheter, puis la maison de Bourgogne, nos étés à repeindre les volets, les pique-niques dans le jardin pendant que les enfants jouaient. Je rappelais toutes les discussions que nous avions eues, lui et moi, sur l'avenir, sa volonté de me protéger, de me laisser la maîtrise des décisions tant que j'étais là pour les prendre. Puis je parlais de ces dernières années, de ces repas où je n'étais plus qu'une ombre, de ces décisions prises en dehors de ma présence, de ces phrases entendues 1000 fois. « Ne t'inquiète pas, on s'en occupe ». Je ne haussais pas le ton. J'énonçais les choses comme on lit un journal intime à voix haute, avec émotion, mais sans pathos.
Lorsque j'eus terminé, Julien avait les yeux rougis. Anne regardait le sol. Claire avait tourné légèrement la tête, comme si elle voulait écouter par un autre angle. La médiatrice invita mes enfants à parler. Julien admit qu'elle s'était reposée sur Claire pour tout ce qui était administratif. Il disait en avoir horreur, que les banques, les notaires, tout cela lui donnait des boutons. Il avait accepté les rendez-vous, signé ce qu'on lui présentait, convaincu qu'on ne pouvait que faire mieux que ce qu'avaient fait ses parents des années plus tôt. Il reconnut qu'il n'avait pas assez demandé mon avis, qu'il m'avait infantilisé. Le mot lui échappa, mais il resta. Infantilisé. Anne expliqua qu'elle avait été soulagée que quelqu'un s'occupe de tout cela, surtout après la mort de son père. Elle travaillait beaucoup, avait ses propres soucis. Claire lui paraissait compétente. Elle n'avait pas cherché à fouiller plus loin. Elle admit sa lâcheté. Le mot était dur, mais il venait d'elle, pas de moi. Quand ce fut au tour de Claire, la pièce se tendit comme un fil. Elle commença par dire qu'elle avait voulu aider, que dans sa propre famille, on avait toujours laissé tout à ses parents et que cela s'était mal passé, alors qu'elle voulait éviter cela ici. Puis doucement, elle reconnut qu'elle s'était laissée griser par l'idée d'organiser, de gérer, qu'elle avait pris des raccourcis, signé à la place, arrangé des choses. Elle évitait de prononcer le mot « faux », mais il flottait dans l'air. Maître Deleur me proposa alors un ensemble de mesures concrètes. Rectification des actes où la signature était contestable, mise en place d'une gestion partagée des comptes visible par tous, clause écrite stipulant que toute modification future nécessiterait mon consentement clair, présence systématique d'un professionnel lorsque des décisions importantes seraient prises, afin que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. Personne ne protesta. Julien hocha la tête, Anne aussi. Claire, après un silence, accepta, la voix plus basse que d'habitude. La médiatrice souligna que ces mesures étaient là pour protéger tout le monde. Moi, bien sûr, mais aussi eux, contre leurs propres mauvaises habitudes. La séance se termina sans éclat. Mes enfants vinrent vers moi, tour à tour. Julien me dit qu'il était désolé. Les mots étaient simples, presque banaux, mais le regard qui les accompagnait, lui, ne l'était pas. Anne me serra contre elle comme lorsqu'elle revenait de colonie de vacances et qu'elle avait peur que je ne sois plus là. Claire me tendit la main. Je la pris. Son geste n'effaçait rien, mais il carquait un point de départ possible. Les semaines qui suivirent furent planties de petits ajustements. Le notaire enregistra les corrections. Les banques mirent à jour les autorisations. Je reçus des copies de tout. Pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement ce qui se passait avec ce qui m'appartenait. Ce n'était pas une montagne de richesses. C'était mon appartement, ma maison de Bourgogne, quelques économies, mais c'était surtout une part de ma dignité. Avec mes enfants, les conversations changeaient de tonalité. On parlait encore des petits-enfants, de leur colère et de leur progrès à l'école, des embouteillages sur le périphérique, des films vus au cinéma. Mais parfois, Julien restait après le dessert pour me demander ce que j'avais pensé de telle proposition de travaux. Anne m'appelait pour me lire un courrier de la mutuelle. Il ne me demandait plus l'autorisation comme un formalisme. Il me consultait parce qu'il savait que ma voix comptait. Un dimanche, alors que nous déjeunions tous ensemble autour d'un pot-au-feu que j'avais préparé, Claire proposa d'organiser un week-end en Bourgogne en famille. Elle précisa en regardant vers moi que nous déciderions ensemble des dates, des travaux à prévoir, du budget. Cela pouvait sembler anodin. Pour moi, c'était une phrase comme une clé. Je n'oubliais pas ce qui s'était passé. Je ne voulais pas faire prétendre que tout allait bien comme avant. La confiance, je le savais, n'était pas un interrupteur. C'était une mèche. Il fallait du temps pour la rallumer, mais chaque geste sincère, chaque question posée sans condescendance, chaque contrat lu ensemble était une étincelle. Je continuais aussi à m'occuper de moi. J'allais au marché 2 fois par semaine, discuter avec le poissonnier qui aimait chambler les clientes, bavarder avec les voisines, participer au club de lecture de la bibliothèque municipale. Je retrouvais une existence qui ne se limitait pas à être la mère d'eux, la grand-mère d'eux. Je redevenais Marie, tout simplement. Certains soirs, je sortais sur le balcon minuscule du salon, celui où Jacques et moi avions bu tant de café en regardant les lumières de la ville. L'air sentait le métro, la friture des friteries, les cigarettes des passants. Je posais les mains sur la rambarde froide et je repensais au chemin parcouru. J'aurais pu choisir de me taire jusqu'au bout, de laisser glisser les choses, de me contenter de râler auprès de Lucette. J'aurais pu accepter de disparaître doucement dans le décor. Mais j'avais choisi autre chose. Un après-midi, ma petite fille Léa grimpa sur mes genoux avec un album photo qu'elle avait trouvé dans le buffet. Elle me demandait qui étaient les gens sur les clichés. Je lui racontais le premier Noël dans l'appartement, la fois où la machine à laver avait inondé la cuisine, l'été où nous avions pris l'autoroute des vacances pour la première fois dans une vieille 4L prête à rendre l'âme. Elle riait de mes descriptions.
Puis elle me demanda pourquoi je n'aimais pas trop qu'on parle de la maison de Bourgogne. Je la regardai longtemps avant de répondre. Je lui dis que parfois, même les gens qui s'aiment peuvent se faire du mal en croyant bien faire, que l'important, c'est de ne pas laisser ce mal se répéter en silence, que dans une famille, il ne suffit pas d'aimer, il faut aussi respecter. Elle hocha la tête, avec ce sérieux des enfants qui comprennent plus de choses qu'on ne l'imagine. Le soir, en rangeant l'album, je tombai de nouveau sur la lettre de Jacques. Je la relus. Ces mots avaient été écrits pour me protéger des complications administratives. Il m'avait finalement protégé d'autre chose, de plus profond. Il m'avait rappelé que j'avais une place, une légitimité, qu'aucune modernité, aucun sourire brillant, aucun argument habile ne justifiait qu'on me la retire. Aujourd'hui, lorsque je croise certaines voisines plus jeunes dans l'escalier, elles me confient leurs inquiétudes. Une belle-sœur qui veut tout gérer, un frère qui décide seul, un mari qui dit qu'elle ne comprendra rien aux histoires de notaire. Je les écoute et je leur dis ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Gardez vos papiers, posez des questions, exigez d'être là quand on parle de ce qui vous concerne. Ne laissez personne vous parler comme si vous étiez déjà absente. Je ne prétends pas être devenue une héroïne. Je ne suis qu'une femme qui un soir s'est dit que le temps de s'excuser d'exister était terminé. Je ne crie pas. Je ne tape pas du poing sur la table. Je rappelle calmement que cette table, je l'ai achetée, qu'elle a supporté des années de repas, des devoirs, des disputes, des réconciliations, et que je mérite d'y avoir ma place. Alors chaque matin, quand je m'assois avec mon bol de café au lait et ma tartine beurrée, je répète une petite phrase en silence. Je ne me ferai plus jamais petite dans ma propre histoire. Il m'a fallu presque toute une vie pour l'apprendre, mais maintenant que c'est fait, personne ne me l'enlèvera.